Les décisions de justice dans notre pays également doivent être rendues dans un délai raisonnable et avec cohérence. Si on est en présence des affaires complexes, on doit le savoir, certainement un délai plus long. Lorsque nous ne sommes pas en présence d'une affaire complexe, qu'est-ce qui justifierait qu'une affaire introduite il y a 3 ans, qu'on ne puisse pas trancher et qu'on tranche une affaire introduite il y a 6 mois? Il y a rupture de l'égalité. Par conséquent, il faudrait que les décisions soient rendues dans un délai raisonnable. Et en accord avec la magistrature, nous devons en discuter sérieusement. On mettra en place un logiciel permettant de suivre leur production quantitative et qualitative. Autant les magistrats seront protégés, autant lorsqu'ils seront coupables de corruption, ils seront sans discrimination traités avec la rigueur de la loi. Et l'accès à la justice voudrait également que nous puissions doter notre pays ou des institutions des aides juridictionnelles permettant aux personnes indigentes de pouvoir avoir accès donc à la justice. L'aide juridictionnelle sera effective chaque année. Le moment venu, je crois que vous reviendrez sur cette question également pour m'interroger au cas où vous constatez que ce n'est pas effectif. L'indépendance de la justice. Le pouvoir politique doit éviter tout rapport incestueux avec le pouvoir qui juge. Lorsque le pouvoir qui juge est sous l'influence du pouvoir politique, c'est que la liberté des citoyens, la vie des citoyens est en danger. On met en prison qui on veut, comme on le veut, et les gens ont peur. Il faut faire cesser cette situation. Nous définirons également des règles claires et objectives d'affectation des magistrats sous l'autorité du Conseil national de la magistrature, du Conseil supérieur du tout de la magistrature. Il faut procéder aux réformes institutionnelles. Et ces réformes institutionnelles passeront par exemple par le renforcement du pouvoir législatif. Vous voyez, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, nous avons des députés, parfois, qui ne connaissent pas beaucoup de choses sur certains aspects. D'ailleurs, c'est tout à fait normal. Normal pour la simple raison que personne ne peut tout savoir. Dans l'impossibilité d'affecter des assistants parlementaires à chaque député, nous allons mettre à la disposition des groupes parlementaires des assistants parlementaires qui seront formés d'équipes de sociologues, de juristes, d'économistes, peut-être même, en tout cas, pluridisciplinaires, en fonction des besoins. Donc ce groupe peut être une dizaine de personnes à la disposition permanente des groupes parlementaires pour les éclairer, afin de leur permettre de prendre des décisions citoyennes. Mais en contrepartie, en retour, nous allons supprimer le Sénat. Quand je serai élu, vous verrez que ce Sénat prévu, en principe, ne verra jamais le jour. Ce sont des dépenses inutiles, qui n'ajoutent rien, en principe. Ce n'est pas parce qu'en France, on a un Sénat, que nous aussi nous devons en avoir autour. Lorsque l'Assemblée nationale fonctionne comme il se doit, lorsqu'il est doté des moyens et qu'on procède à un travail transparent à leur niveau, nous n'aurons plus besoin d'un Sénat. Nous procéderons aux réformes constitutionnelles et institutionnelles, je dirais, de façon consensuelle. Aujourd'hui, ce qui a été fait n'est pas consensuel. Il faut mettre donc en débat cette question, de sorte à nous permettre ensemble de nous retrouver et de nous reconnaître dans cette Constitution. Une mobilisation plus transparente et équitable des ressources de l'État contribuera à cette modernisation. Et nous pensons mettre un accent particulier également sur l'armée. Parce que aujourd'hui, même lorsque vous discutez avec les militaires,
les conditions dans lesquelles ils travaillent ne sont pas de bonnes conditions. Leurs rémunérations également ne sont pas de bonnes rémunérations. Lorsque le militaire dans sa vie quotidienne est traité avec mépris, comment voulez-vous qu'il respecte le citoyen qui est devant lui? C'est celui qu'on respecte qui connaît la valeur du respect. Donc les militaires doivent être respectés dans leurs conditions de travail, dans leur rémunération. Comme ça, lorsqu'ils seront devant un citoyen, ils savent que ce citoyen aussi mérite d'être respecté, mérite d'être travaillé et d'être traité avec dignité. Nous formons un tout, l'armée et les civils. Nous parlons aussi de la transparence dans les affaires publiques. C'est une question qui intéresse d'abord les journalistes. Lorsque je serai élu, vous deviendrez me poser cette question. Je vous donne ma parole. Nous ferons voter une loi qui permettra à tous les journalistes d'avoir accès à tout document administratif. Dès lors que ce document n'est pas classé secret d'État ou défense nationale. Cela vous permettra de voir comment les choses sont gérées. Cela vous permettra en réalité de contrôler les choses. Et je crois que cela est valable à tout citoyen. Il sera déterminé les modalités de délivrance. Quand vous introduisez votre demande, dans quel délai on doit vous le faire, et s'il faut que vous payiez des frais, par exemple, de photocopie ou d'impression, je crois que ça ne peut être que des choses symboliques. Mais le droit à l'information est un droit fondamental. Je vous en donne ma parole. Il y aura également une obligation de reddition des comptes. Quand vous êtes un homme public, vous devez rendre compte. Vous devez pouvoir gérer, faire les choses et qu'on puisse vous poser des questions dans les conditions normales. Et dans ce contexte, vous verrez même que le pouvoir exécutif, même ministre, doivent strictement respecter l'Assemblée nationale. Si vous faites quelque chose, vous pouvez être interpellé et que vous puissiez répondre. Que le ministre réponde devant l'Assemblée nationale, il ne répond pas devant les ministres, devant les députés, il est en train de répondre devant la nation tout entière. Par conséquent, ça doit être une obligation pour chacun. Cela va participer à la transformation de l'État. Le développement homogène des régions. Lorsque vous quittez Lomé aujourd'hui, vous allez dans nos régions, vous constatez qu'en réalité, on peut même parfois dire que c'est à peine que nous avons des villes. Il faudrait pouvoir redévelopper les choses, que ces villes soient mieux structurées, que certains services soient décentralisés, de sorte que nous ayons de véritables villes, de sorte que toutes les régions soient développées de façon homogène. C'est indispensable. Il faudrait aussi construire des hôpitaux de différents niveaux. Lorsqu'on est à certaines distances, donc du chef de préfecture, quelle doit être la qualité du centre sanitaire qui doit être là, définie et respectée dans toutes les régions. Lorsqu'on arrivera au niveau préfectoral, il faut des hôpitaux d'une certaine qualité. Et au niveau des régions, il faut encore des hôpitaux d'un niveau plus élevé. Et sur le plan national, des hôpitaux spécialisés dans certains endroits. Cela me paraît également fondamental. L'accès à l'eau potable et à l'électricité. Je l'ai dit, dès lors que nous serons dans une agglomération déjà de plus de 100 personnes, le point d'eau potable ne doit pas être éloigné de plus d'1 kilomètre. Il faut le définir comme ça et procéder à sa réalisation. L'accès à l'électricité pour tous sera également une nécessité. Quels seront les moyens les moins coûteux pour y parvenir? Les sources d'énergie les moins coûteuses, nous nous référerons également aux spécialistes en la matière pour qu'on puisse le réaliser dans un délai raisonnable. J'ai des idées sur cette question, mais je préfère les confronter davantage à celles des spécialistes. Troisième point, peut-être de loin le plus important, c'est l'épanouissement intégral de l'homme.
Et l'épanouissement intégral de l'homme passera par une politique volontariste, permettant plutôt la création d'emplois décents. Aujourd'hui, lorsqu'on donne les statistiques sur le chômage dans notre pays, ça me fait sourire. Et je ne veux même pas m'engager dans ce débat avec la manipulation des chiffres où parfois on ne sait pas ce que c'est un travail décent. C'est comme si nous étions dans deux mondes totalement différents. Il faudrait en arriver à la création de ces emplois décents, l'accès aux soins pour tous dans des conditions d'équité, la protection de la femme et de l'enfance. Commençons donc d'abord par sur le plan social. Sur le plan social, nous parlerons de l'emploi. Je l'ai dit au départ, lorsqu'un enfant, une personne née d'une famille pauvre, ne peut pas sortir de sa situation par son travail bien fait, on le pousse au désespoir. Et un homme désespéré, on ne peut rien de bon, on ne peut attendre rien de bon de lui. Justement pour cette raison, nous ferons élaborer une loi sur la transparence dans l'accès à l'emploi. Nous allons fixer un seuil, probablement 5. Dès lors que nous sommes en présence d'une entreprise jusqu'à 5 salariés, on peut considérer que c'est une entreprise familiale. Mais dès lors qu'on dépasse ce seuil, il faut que l'entreprise puisse nous dire concrètement quels sont les critères objectifs par lesquels il a procédé à son recrutement. Aujourd'hui, si votre frère n'est pas ministre, votre frère n'est pas général, votre frère n'est pas tel, vous ferez tous les efforts nécessaires sans pouvoir trouver d'emploi. On est en train de pousser la jeunesse au désespoir. Et c'est ce qui fait le lit parfois du terrorisme. Le jeune qui travaille bien doit pouvoir espérer. Savoir que je ne ferai pas l'objet de discrimination. Et les entreprises qui respecteront la règle peuvent obtenir des avantages fiscaux. Et celles qui ne les respecteront pas, et bien évidemment, seront sanctionnées. Il y aura des amendes, il y aura des pénalités. De sorte qu'on en arrive à une transparence absolue. S'il y a transparence dans l'accès à l'emploi, et que l'emploi n'est pas créé, mes amis, à quoi servirait la transparence? Rien. Et c'est justement qu'il faudrait créer beaucoup d'emplois. Regardez par le mode de vie. Nous contribuons à la création d'emplois ailleurs. Faites le tour de Lomé et regardez les magasins de prêt-à-porter. Pratiquement tous les 100 mètres. Est-ce que ces prêt-à-porter sont fabriqués au Togo? Mais s'ils sont fabriqués ailleurs, cela veut dire que nous créons des emplois ailleurs. Pourquoi sommes-nous simplement des consommateurs? Pourquoi par notre mode de vie, nous allons contribuer à la création d'emplois ailleurs, alors que chez nous, nous avons des chômeurs? Mes amis, je vous pose deux questions, je vous amuse un peu, puisqu'il semble que je ne ris jamais. Il y a l'autre truc là-bas, vous le voyez, non? Bonne image. Dites-moi sincèrement, est-ce que je suis mal habillé? Est-ce que je suis mal habillé? Dites-moi, est-ce que je suis mal habillé? Est-ce que je suis mal habillé? Si vous regardez bien, tout cela a été fait au Togo. Je m'amuse à dire parfois à mes amis que de tous les costumes que je porte, en réalité, un seul, j'étais en mission au Bénin, je passais parfois, je m'amuse à marcher dans la rue. Quand j'ai vu dans une vitrine une veste, peut-être les rayures m'ont plu, je suis allé, je l'ai acheté. C'est le seul costume que je porte et qui soit fait, donc qui soit un prêt-à-porter. Tout le reste, quand vous regardez, c'est fait au Togo. Mais je vais vous poser une question. S'il
me le fait mal, est-ce que vous pensez que je vais retourner chez lui? C'est pour cela, mes amis, il nous faut un travail bien fait. Sois le meilleur, quoi que tu sois. C'est fondamental. Si nous n'adoptons pas cette façon de faire, nous aurons des problèmes. C'est en cela que je vous dis que notre problème n'est pas un problème de moyens. Le problème est un problème de mentalité. Il faut convertir les mentalités. Je le ferai avec vous. Je n'ai pas de doute que nous allons prendre le pouvoir. Et donc, nous devons transformer nos produits locaux. Pouvoir transformer nos produits, orienter notre façon de faire vers la transformation de nos produits locaux pour pouvoir créer de l'emploi. Et je vous ai dit, je veux un état de droit également. Je ferai élaborer un code du travail adapté au secteur informel. Parce que notre code actuel n'est pas adapté au secteur informel. Le secteur informel est un secteur de non-droit. C'est un secteur de non-droit en réalité en raison de l'inadaptation des règles. Notre imagination doit nous permettre de trouver des règles adaptées au secteur informel. Vous n'allez pas travailler et vivre dans la misère. Quand vous regardez très bien nos salaires dans la fonction publique, et quand vous voyez que celui qui est pauvre doit vivre très loin de son lieu de travail, vous vous demandez comment les gens font tous les matins pour arriver au travail. Vous vous demandez si certains ne dorment pas dans leur lieu de travail. Il faut procéder à une augmentation progressive des salaires. Et lorsqu'on procède à une augmentation des salaires, bien évidemment, c'est que nous augmentons la capacité, le pouvoir d'achat des gens. Et si vous augmentez leur pouvoir d'achat, évidemment, soyez sûr qu'ils feront tourner l'économie togolaise. Donc, ne me demandez pas où je trouverai les sous. Je dis 5% d'augmentation sur 4 ans. J'ai dit oui, sur 4 ans. Cela voudrait dire qu'au minimum, nous en arriverons à 20% avant la fin de mon premier mandat. Nous parlerons aussi de la santé. L'accès gratuit aux soins pour certaines maladies. Suivez-moi bien, pour certaines maladies, c'est l'accès gratuit aux soins. Aucun Togolais ne doit plus mourir du paludisme, les amis. Ce n'est pas normal. Au besoin, nous pourrions procéder à la fabrication des génériques localement. C'est aussi possible, si nous avons la volonté politique. Je sais que certaines firmes ne seront pas d'accord avec moi, mais la protection de l'intérêt du peuple togolais, des citoyens togolais, de la vie humaine, doit passer en priorité. Accès totalement gratuit aux soins pour certaines personnes. Totalement pour les personnes indigentes, il faudrait en arriver. C'est justement pour cette raison que nous devons nous connaître, que nous devons procéder à l'identification de tous les Togolais et pour pouvoir suivre l'évolution des choses. Si nous sortons de Lomé, les hôpitaux publics n'ont pas de scanner. À Lomé, parfois ça fonctionne, parfois il y a des difficultés. Mes amis, ce n'est pas normal. Il faut trouver des solutions rapides à ces questions. Il faut la disponibilité des produits de première urgence dans tous les hôpitaux. Disponibilité des produits de première urgence. Regardez, les amis, je prends des exemples. Une personne qui voyage, qui a un accident, qui est dans le coma. Faut-il que ses parents arrivent avant qu'on le traite? Une personne qui va au champ, peut-être n'a pas les moyens sur lui, il est mordu par un serpent. Il faut qu'il appelle bien qu'il ait des souches sur lui avant d'arriver à l'hôpital. Alors on sait que ce sont des questions de temps. La personne pourrait mourir
Face à de pareilles situations, si l'État n'est pas en mesure de mettre en place des dispositions permettant de répondre à l'urgence, cela voudrait dire que nous ne sommes pas dans un État moderne. Il faudrait pouvoir trouver des solutions. Il faut rapprocher les centres de santé aussi des populations. Sur les modalités, on discutera avec les techniciens. Nous devons mettre en place aussi des laboratoires modernes en vue du contrôle strict de tout produit alimentaire entrant sur le territoire national. Qu'est-ce que nous mangeons? Ce sont des questions, mais ce contrôle pour les produits entrants ne sera qu'un contrôle provisoire ou temporaire, pour la simple raison que moi, mon objectif, je le dirai dans quelques instants, c'est qu'on ne puisse plus importer au Togo des produits alimentaires. Il faut en finir. Pourquoi nous ne pourrions pas par nous-mêmes les produire ici? Créer de l'emploi, fixer des normes, fixer donc des chiffres à atteindre et mobiliser chacun d'entre nous pour y parvenir. À terme, il faudrait plus que nous importions des produits alimentaires. Par notre mode de vie, nous participons à la création d'emplois ailleurs et nous produisons ici des chômeurs. C'est anormal. Une autre préoccupation aussi, c'est la redynamisation des services d'hygiène alimentaire et environnementale. Ce n'est pas normal, mes amis. Lorsque nous étions enfants, nous avons vu les agents d'hygiène qui passaient, et lorsque vous vendez au bord de la route et que les produits ne sont pas couverts, on les ramasse, on les brûle. On n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour montrer à nos femmes, à nos dames, qu'il faut protéger ce que l'on vend. C'est une question de sensibilisation, c'est une question de formation. Il n'est pas normal, les amis, si je me trompe, vous me le direz, que les gens vident leur usage de nuit et versent ça sur les voies publiques où nos enfants s'amusent. Ce n'est pas normal. Ce sont des questions d'éducation. Lorsque l'État est présent, on n'assiste pas à de telles choses. Ce ne sont pas des questions de moyens sur cet aspect, mais ce sont plutôt des problèmes de mentalité et de volonté politique. Il faut y mettre fin. La santé de tous est en jeu. Nous avons parlé aussi de la protection sociale. Il y a un problème qui me gêne énormément, qui est celui des enseignants auxiliaires, ce qu'on appelle des enseignants auxiliaires. Plusieurs sont toujours dans des situations d'incertitude et d'insécurité. Et les gens travaillant au profit de l'État ont pu le faire pendant plusieurs années sans être déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Alors que chacun d'entre nous n'a qu'une seule vie. Il est en train de partir progressivement. Je vous le dis, s'agissant de ces enseignants auxiliaires, la cotisation rétroactive pour la sécurité sociale sera faite à leur profit lorsque je vais prendre le pouvoir. Vous savez également qu'il y a des gens qui travaillent pour l'État, des sociétés parapubliques, qui ne sont pas déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Je sais de quoi je parle en réalité. Je ne suis pas en train de dire des bêtises. C'est anormal. C'est anormal. Je répète que c'est anormal. C'est un manque de considération pour les citoyens. On va rapidement y mettre fin. On va procéder à un recensement de ces situations et rappeler les gens à l'ordre. L'organisation de la protection sociale également dans le secteur agricole et dans le secteur informel. Comment les organiser pour qu'il y ait une protection sociale à leur niveau? Je crois que nous avons des idées sur cette question également, mais on le fera ensemble. Lorsque les femmes dans les sociétés